Avant de commencer, je voudrais remercier les rendez-vous de l'histoire de l'Oie de m'accorder ce petit temps pour pouvoir parler de ma pratique pédagogique. J'avais déjà pu l'an dernier parler dans une table ronde organisée par Pascal Mériot sur l'utilisation des jeux de manière générale dans l'éducation et la représentation d'histoire dans les jeux vidéo. Donc je suis vraiment honoré et content de pouvoir prolonger finalement cette réflexion en présentant une pratique de classe de manière un peu plus développée, surtout sur un thème comme l'Italie. Je remercie également les Clionautes, qui est l'association qui supporte mon travail et qui me paye la PlayStation 4. Merci. Donc on en a une à la fin de la séance, c'est ça? Malheureusement non, mais je vous montrerai qu'on peut faire des trucs avec. Et je remercie également de nombreux, enfin je ne vais pas tous les citer, mais de nombreux universitaires, de nombreux enseignants qui m'ont aidé à écrire cette conférence, notamment Ludovic ici présent, dans l'histoire de mettre l'affiche. Parce que je représente un peu cette pratique de l'utilisation des jeux en classe. Je suis un des enseignants qui est le plus visible parce que j'anime une chaîne YouTube, parce que je suis présent sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas le seul à le faire. J'ai une pratique et je n'estime pas que c'est la pratique qu'il faut avoir. Donc voilà, je vais vous présenter vraiment quelques exemples de pratique, quelques pistes de réflexion afin de développer cet usage en classe. Et un usage qui me paraît pertinent, sinon je ne le présenterai pas, et qui ne me paraît pas miraculeux. Ça c'est vraiment important, c'est pas une nouvelle pratique qui va révolutionner la manière d'enseigner et qui va tout remplacer. Voilà, vraiment je préfère insister sur ça dès le début. Donc, un titre gonflamment provocateur, du salon à la salle de classe, étudier l'Empire romain avec les jeux vidéo. J'aurais pu aussi intituler cet atelier, cette conférence, les jeux vidéo, une prof d'histoire, mais je me suis dit que c'était un peu trop provocateur pour le coup. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il y a une histoire d'amour entre le jeu vidéo et l'histoire. Il y a énormément de gens, en fait, il y a quasiment, on va vers les 2000 jeux vidéo qui parlent d'histoire, qui s'intéressent à l'histoire. Mais pas n'importe laquelle d'histoire. Sur les 1047, 1950 jeux, la répartition se fait telle quelle. Et j'ai mis en évidence qu'il y avait 246 jeux qui parlent de l'Antiquité, pas uniquement l'Antiquité romaine, mais de l'Antiquité de manière générale, contre 947 pour la période contemporaine. Surreprésenté, la Seconde Guerre mondiale étant surreprésentée dans ces 947 bien sûr. Donc au-delà de l'aspect intéressant de pouvoir discuter de ce chiffre avec des élèves, alors des élèves de collège, des élèves de lycée, c'est peut-être plus facile avec des lycéens. Il est intéressant de remarquer, je vous en prie, comment ça peut avancer. Parmi ces 946 jeux qui parlent de l'Antiquité, on va en trouver, alors selon la distinction des groupes qui sont faits sur le site Historia Games, que je vous invite à consulter, c'est un site qui référencie tous les jeux qui parlent d'histoire. C'est pas un jeu qui les critique tous, c'est pas un jeu qui vraiment va analyser le jeu de manière historique, mais ce sont des étudiants qui se sont lancés la mission de faire vraiment un listing de tous les jeux. Ils estiment qu'ils ont compté 38 jeux qui parlent de la Rome antique, 51 jeux qui parlent des conquêtes romaines, 14 jeux qui parlent des invasions barbares et 43 jeux qui parlent de Rome, mais toutes périodes confondues, allant de la préhistoire jusqu'à nos jours. Pour ce qui est de la Grèce, de la Rome antique que j'ai choisi pour cette conférence, parce que d'une part j'ai un appétit particulier pour cette période et que je ne voulais pas faire une heure sur toute l'histoire de l'Italie dans les jeux vidéo, ce qui serait possible, il m'aurait fallu une demi-journée. Je me suis concentré sur la période antique, avec le premier jeu dont je vous ai mis ici la jaquette, c'est Centurion Defenders of Rome, qui est sorti en 1990. Et le plus récent, il s'agit de Imperator Rome, sorti en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont des jeux de stratégie. Donc on va voir aussi le genre du jeu de stratégie dont j'aurai l'occasion de reparler, qui est très intéressant. Et en fait, vous allez voir que j'ai un plan qui est très bien construit, parce que j'ai fait un 3-3, très classique, et ça respecte exactement les codes qu'on apprend dans cette maison. Mais en fait, à chaque image que vous allez voir, il y aurait plein de choses à dire. Juste la jaquette d'un jeu vidéo, on peut l'analyser. Pascal Mériot, par exemple, il a bien montré dans l'Académie de Lyon qu'on peut faire dire beaucoup de choses sur une jaquette parce que c'est une construction, et c'est d'autant plus une construction qu'elle est commerciale. C'est un objet commercial. Pourquoi s'intéresser aux jeux vidéo? Donc il y a un fort lien histoire-jeux vidéo. Donc, déjà pour nous, historiens, c'est intéressant. Deuxième intérêt, c'est que les programmes en fait, nous demandent de nous y intéresser. Alors les programmes de manière générale, quand ils nous demandent de faire maîtriser à nos élèves les outils numériques, de préparer le futur citoyen à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment. Vous voyez que le mot jeu vidéo n'est pas cité, mais clairement ça rentre dans cette case-là. Les enjeux de la maîtrise du numérique et des technologies doivent être perçus et
appris par les élèves et futurs citoyens à viser des outils, services et ressources dans une société de l'information et de la communication en rapide évolution. Il n'y a pas le mot jeu vidéo, ce ne serait pas correct de les mettre dans le programme, donc on fait tout pour qu'on comprenne qu'il faut les analyser. Après, c'est une lecture du programme en réalité. Donc ça, c'est pour les compétences. Si on va dans le socle commun de compétences, on va avoir, on nous demande dans le domaine 1 d'étudier le langage informatique, les médias, le langage des arts. On va nous demander dans le domaine 2 d'analyser les modes de production et le rôle de l'image, d'apprendre à l'élève à utiliser et de discerner avec discernement les outils numériques de communication et d'information. Le jeu vidéo, c'est un média audiovisuel avec quelques petites particularités. Donc c'est un média qui transmet l'information, donc on doit l'analyser. Et si je devais sortir un peu des programmes scolaires et de l'obésité du Lucien-Febvre, tout est document d'histoire, donc le jeu vidéo est un document d'histoire également. Ensuite, si on va dans les programmes scolaires, pour l'Antiquité, je ne vais pas commenter les programmes scolaires, vous savez exactement où les retrouver. Déjà, dès le CM1, il faut étudier l'Empire romain. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Sylvie Pitia, qui a fait une conférence jeudi dernier à Blois, je vous invite à écouter des CR ou à voir des comptes rendus de cette conférence, puisque c'est la présidente de la Société des professeurs d'université antiquisants, et elle a critiqué tous les programmes du CM1 à la terminale avec beaucoup de discernement, oui, ou pas, on va rester politiquement correct. Elle a critiqué les programmes. Moi, principalement, je me suis intéressé aux élèves de 6e, parce que j'ai des collégiens, je suis professeur de collège, donc je me suis intéressé aux collégiens. Je me suis notamment intéressé à la partie conquête péromène et romanisation, donc le premier sous-thème du thème 3. Mais ce que je vais vous expliquer peut rentrer aussi dans le cadre du thème 1 du nouveau programme de seconde, qui a, comme l'a dit Sylvie Pitia, et d'autres enseignants, beaucoup de faiblesses. Et moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le mot empreinte. Et lorsque j'ai pu travailler sur le nouveau programme, franchement, à réfléchir dessus, j'ai la chance d'avoir réfléchi dessus sans avoir à les appliquer, étant donné que je suis en collège. Donc en fait, j'ai pas eu à vraiment poser des questions d'application pour les élèves, vous voyez ce que je veux dire. J'ai simplement réfléchi au mot. Cette notion d'empreinte, en fait, quand on parle de jeux vidéo, elle peut être très intéressante. Donc, la question que je vais développer aujourd'hui, est-il possible de faire construire des connaissances historiques sur l'Empire romain et la cité de Rome aux élèves en utilisant les jeux vidéo? C'est la question de base. Et en fait, c'est la question que je me suis posée dès que j'ai commencé à être prof et gamer en même temps. C'est-à-dire que j'étais gamer à la base, j'ai fait rater mon bac à cause de ça. Et après, je me suis dit, revanche sur la vie, je vais essayer de faire avoir le bac aux élèves avec les jeux vidéo. Parce que je raconte une storytelling, ouais, ça marche bien. Genre, je réfléchis. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser le jeu vidéo et d'en faire un outil à notre service. Donc, comme je l'ai dit, j'ai encore trois parties, Donc, première partie, je vais vous parler vraiment, développer une pratique de classe qui est mon utilisation de Kaiser 3 avec les élèves de 6e. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai de manière un peu plus synthétique d'autres idées qui me sont venues en préparant cette conférence. Donc, ça veut dire que je n'ai pas forcément les traces d'élèves, je n'ai pas la mise en place, mais je pourrais vraiment rapidement en parler. Et dans un troisième temps, essayer de sortir un peu de l'Antiquité et de vous donner une espèce de grille de lecture d'utilisation des jeux vidéo telle que je la conçois, et avec d'autres enseignements. Je la penser comme ça. Donc, premier temps, Kaiser 3 et la représentation de la romanisation. Alors c'est là où la blague commence, en réalité. Il faut que je me suis dit quand même que ce serait intéressant pour vous, dans un premier temps que j'ai intitulé Kaiser 3 c'est quoi, de vous le montrer. Alors bon, j'ai pas pu vous le faire installer sur les ordinateurs, ça aurait été magnifique, mais en même temps on n'a fait qu'une heure, donc en fait ça aurait été une fausse bonne idée. Je vous présente au moins je voudrais que vous montrez ce jeu-là. Alors je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Une très très petite minorité encore. Tout le monde connaît SimCity. Plus SimCity. C'est la même chose, mais avec Rome. On recommence. Alors Kaiser 3, il a été développé par Sierra Interactive en 1998. C'est un jeu qui a plus de 20 ans. Et par chance, parce qu'il a 20 ans, il passe sur les ordi de l'éducation nationale. Il faut y penser. Il faut y penser. Allez faire jouer les gamins sur Assassin's Creed. Vous ne pouvez pas
pas les faire tourner sur les ordinateurs des établissements. Donc vous aurez développé la plus belle des démarches et des activités, ça ne marchera pas. Un groupe de fermiers s'installe sur les bords du Tibre, initiant un processus qui fera date dans l'histoire. Ils appellent cet endroit Rome. La ville ainsi créée commence à se développer. Construisant des routes aujourd'hui légendaires, Rome commerce avec ses voisins. Il y fait bon vivre, mais ses citoyens aspirent à de plus hautes destinées. Ils créent de formidables légions qui viendront assouvir leur soif de conquête. Rome devient un puissant empire qui ne tolère pas que ses destinées soient contrariées. De riches citoyens. L'extrême raffinement de la civilisation romaine n'est pas à la portée de tous. Ça et là se déclenchent les révoltes menées par les pauvres et les affamés. Rome se développe malgré tout, érigeant en symbole de sa gloire d'extraordinaires monuments où une population exigeante assiste à des spectacles virils et dangereux. Voire plus ancien. Donc rien que cette utilisation-là du jeu, elle est possible, vous n'avez pas besoin, et on n'a même pas encore touché au jeu, on a juste regardé une bande-annonce. Donc, ensuite, monsieur un générique que personne ne regarde. Et donc le but du jeu, c'est de... Vous êtes un gouverneur, et César, qui s'est fait appeler comme ça, vous envoie construire des cités aux quatre coins de l'Empire. Donc ça commence, il vous donne un certain nombre de missions. Alors les premières missions, c'est le tutoriel du jeu, donc c'est pour vous expliquer les premières règles du jeu. Par exemple, comment faire venir des habitants, comment construire les premiers aqueducs, comment construire les temples, et qu'a besoin un habitant de votre cité pour vraiment être romain ou être content. Donc, il faut des temples, de la nourriture, etc. Vous avez des objectifs et vous avez un petit texte qui en fait est lu par l'empereur. Le deuxième est de faire un clic droit sur un de vos bâtiments. Le panneau qui César, tu veux dire faire un petit C'est un jeu en 3D isométrique, c'est vraiment un SimCity avec une musique lancinante qui peut parfois être très pénible, donc ne mettez pas les cartes aux élèves. Ils vont devenir fous. Les cartes sont de taille, on va dire au début raisonnable, ce sont de petites cartes, et à la fin, les dernières missions sont des cartes vraiment gigantesques, et on peut ne jamais, une partie ne se finit jamais à la fin du jeu, parce que les objectifs sont tellement durs à atteindre qu'on peut y passer des heures et des heures. Vous avez une interface assez classique, donc vous avez, c'est un jeu de 98, donc en fait vous avez une fenêtre comme si c'était une vraie fenêtre avec le fichier, options, etc. Dans les options, on peut régler un certain nombre de choses, la difficulté, on peut régler aussi la vitesse des personnages, je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite, vous êtes un aménageur en réalité, hein, donc vous êtes Dieu sur Terre, et vous n'êtes pas simplement un gouverneur, donc vous pouvez enlever, défricher les terrains qui vous intéressent. Et ensuite, vous devez faire venir des habitants, et comme dans un SimCity, vous dites, par exemple, ici, je veux des habitants. Et normalement, dès que vous construisez des bâtiments, vous avez ces personnages qui arrivent. Je suis nouveau par ici. Connaissez-vous un endroit où je peux m'installer?
simple et immigrant tout le temps. Hein. Que vous soyez en Italie, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez en Germanie, en Afrique du Nord, ce sont toujours des immigrants qui sont toujours exactement représentés comme ça, avec un nom à consonance romaine et une charrette, donc qui viennent de tous et tout, peut-être de Rome, hein, c'est la périorganisation de Rome, c'est totalement urbain romain, vous êtes en train de le mettre en place. Quand ils arrivent, ils installent leur première maison, bien sûr, donc le cliché de Rome, c'est d'abord ensemble dans un village sur le palatin, en fait, vous construisez un village qui, petit à petit, les maisons, plus on vous fournissait des services et vous fournissez des biens à vos citoyens, plus les maisons vont se développer et devenir ensuite des maisons, vont ensuite devenir des villas, vont ensuite devenir des palais. Donc plus vos habitants dans vos maisons sont riches ou se sentent riches, plus leurs maisons vont évoluer. C'est un élément de gameplay qui est faux. On va dire, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des patriciens, il y a des plébéiens, c'est assez difficile de passer de la plèbe au patricien. C'est très difficile de s'enrichir, surtout quand on s'enrichit, notre maison n'évolue pas. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce jeu, c'est que si jamais l'habitant redevient pauvre, la maison redevient pauvre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mécanique de gameplay, c'est une règle du jeu codée par le développeur que le joueur doit intégrer. Donc c'est une règle qui veut s'inspirer de la réalité. De temps en temps, vous avez des éléments qui arrivent comme celui-ci. Là, vu que c'est un tutoriel, le premier incendie n'est pas grave, tout votre village va tomber, c'est pas grave, c'est pour qu'il apprenne. Donc il vous explique qu'il faut construire un puits, qu'il faut construire une préfecture, le préfet s'occupant d'éteindre les feux. Dites-moi si un jour vous avez vu dans un bouquin d'histoire antique que le préfet s'occupe d'éteindre les feux. Il n'y a pas de pompiers dans ce jeu. Alors qu'on sait qu'il y avait des équipements pompiers, il y avait des effectifs de pompiers dans la cité de Rome. Et en fait, là, en faisant ça, les quelques premières minutes de jeu, on peut le faire pour tous les éléments du jeu. On peut construire 3 colisées dans la vie. On peut construire 3 colisées, 2 hippodromes. Et ce sont des colisées, ils s'appellent colisées. Alors qu'il n'y en a qu'un, colisée, il est à Rome. On peut construire un sénat romain dans toutes les cités qu'on va pouvoir construire. C'est absolument délirant en fait, ce qu'on peut faire. Ce n'est pas la réalité. En fait, on construit des petites Roms partout où on va. Donc, bien sûr, alors on construit des puits, etc. J'ai un village. Hein. Et là, vous avez l'image de l'incendie de Rome, Néron, etc. Le jeu s'inspire de l'incendie de Rome sous Néron. Enfin, c'est l'idée que Rome brûlait, Rome est une ville qui brûlait. Si vous avez joué à ce jeu, les quelques qui ont joué, et tous ceux qui ont joué à ce jeu se souviennent que les villes brûlent. Et en fait, la principale ennemie dans ce jeu, c'est pas tant les barbares qui vont attaquer de temps en temps, ce sont les incendies. Et ça, au final, en analysant cette règle du jeu implicite sur lequel le joueur n'a aucune prise, c'est le développeur quand il a dit moi, je veux que le joueur lutte contre un ennemi qui n'est pas vraiment un homme, mais qui soit l'élément feu. En faisant ça, le joueur va apprendre, ou plutôt le joueur va se dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le feu était vraiment un ennemi à Rome? Et il y a des incendies tout le temps, même quand on a ensuite les villages, les palais, qu'on a les aqueducs, les terres, et même quand il y a toute la modernité de la chose, on a des incendies. C'est même pire, finalement, quand on devient grand, enfin quand la ville devient grande, puisque les incendies deviennent de plus en plus colossaux, on va dire. Donc, là, les développeurs, ils ont dû lire de construction Rome, ils ont lu Incendie de Rome, Néron, ils ont dit ah ouais, ce serait bien qu'on mette ça dans le jeu. Et finalement, il y a même une partie où la cité brûle dès le début de la partie, on peut dire non mais en fait vous ne pourrez pas construire là parce que votre cité va brûler tout le temps. Donc ils ont créé une mission qui est impossible à faire. Bon bien sûr il faut attendre que l'incendie s'éteigne, parce que là on n'a plus aucun habitant. C'est dommage. Mais c'est pas grave parce que vu que il faut attendre aussi que ça s'éteigne, bien sûr. Ça va crever, ils ont mettre son jeu. Non, la préfecture ne brûle pas normalement. C'est un peu long. Non, mais on va pas attendre que ça finisse de brûler, on va leur dire de s'installer là. Du coup, c'est en train de brûler, mais c'est pas brûlé, on va brûler. Voilà. Et là, ils sont contents. On efface et on recommence. Nous sommes un gouverneur romain. En province, le gouverneur, il n'a pas le droit d'urbanisme, il ne gère pas la ville comme cela, en fait. On est Dieu dans notre cité. On fait absolument tout ce que l'on veut. On peut supprimer des maisons, on peut aménager. On est un aménageur tel qu'on est dans SimCity en réalité. Et cette règle du jeu, elle a l'importance. Vous voyez, en fait, et là, je ne parle que des règles du jeu, ce que le joueur peut faire. C'est pas le jeu en soi qui m'intéresse, c'est ce que le joueur peut faire. C'est ce qu'on va appeler le gameplay. En fait, et dans tous les jeux, il faut s'intéresser à ça, entre autres. C'est ça la particularité d'un jeu vidéo,
C'est une œuvre audiovisuelle, on a de l'audio, on a du visuel, et on a aussi ce que le joueur peut faire. La différence entre un film, une série ou un jeu, c'est que dans le jeu, le joueur va être actif, il va faire des choses. Alors que dans un film ou devant une série, il ne va rien faire, il va écouter, être attentif, parfois pas. Le jeu, parce que le joueur doit faire des choses, le joueur finalement il est encore plus attentif que devant un film ou une série, parce que c'est lui qui doit faire. Donc le fait d'étudier le gameplay, ce que le joueur doit faire, et surtout ce que le joueur va faire. Parce que dans un jeu, c'est pas parce que le jeu vous permet de faire quelque chose que le joueur va forcément le faire. Et quand vous allez mettre vos élèves, si jamais vous voulez tester ça et mettre les élèves devant le jeu, vos élèves ne vont absolument pas faire ce qu'il faut. Je vous préviens, on est même frustrant. Hein. Parce que c'est un jeu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un genre de jeu vidéo, le jeu de gestion, auquel ils ne jouent plus. Voilà. C'est une niche en fait, on va dire, dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est Fortnite, Call of Duty, etc. Les jeux d'action, les jeux qui sont un peu plus dynamiques. Les jeux de gestion, c'est une niche. Alors que dans les années 90, ça, c'était le summum du jeu vidéo, en fait. Mais pour eux, c'est totalement décalé. Pardon ? Sur PC, en fait. Sur PC, ouais. Sur console, c'est encore on voit pas. Mais là, je suis plutôt sur PC. Je vous montre une dernière petite chose, une règle implicite, ou plutôt, c'est pas vraiment. Il existe un code de triche. Donc il faut cliquer droit sur appui. Je ne sais pas pourquoi. Appuyez sur Alt et K, et ensuite Alt C. Normalement, c'était ça. Bah bon. Ça marche pas, je vais pas tricher. Là, c'est le moment gênant. Si, c'est bon. Victoire, j'ai rien fait, j'ai gagné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller comme ça jusqu'à la fin du jeu. Donc en fait, ça me permet de sauter les étapes et de vous montrer la suite du jeu sans savoir le faire. Donc il me dit que j'ai gagné, il me donne une nouvelle mission. Dans la deuxième mission, on apprend à produire de la nourriture. Je suis allé un peu vite. À produire de la nourriture, à stocker et ensuite la vendre avec un marché. Donc c'est tout le système de nourriture qui est mis en place. Pour avoir de la nourriture, un peu comme dans SimCity ou dans des jeux de gestion, il faut trouver des espaces qui sont agricoles, représentés par des petites herbes jaunes, et ensuite on peut construire des fermes, tout d'abord de blé, et ensuite des fruits, ensuite on pourra mettre des porcheries ou ce genre de choses. Ensuite, si on relie le bâtiment à une route, il faut toujours qu'un bâtiment soit relié à une route, donc ça aussi c'est une règle du jeu, il faut qu'un bâtiment soit relié à une route. Il faut construire les fermes à un endroit précis, il faut que la ferme soit reliée à un grenier, il faut que le grenier soit relié à un marché. Donc ces règles-là sont intéressantes, et la première denrée que l'on cultive, c'est du blé. Ils ne nous ont pas fait cultiver autre chose, ils ont fait du blé. Dans le jeu qui suivra sur la Grèce antique, une des premières denrées, c'est les olives. Vous voyez le cliché aussi par rapport à la civilisation. On a d'autres bâtiments, ensuite on va pouvoir construire des temples, à Cérès, à Neptune, à Mercure, à Mars ou à Vénus. Donc voilà, vous avez un temple, bien sûr, il faut le relier à une route pour que les gens puissent aller voir le temple. C'est même plus drôle que ça en fait, c'est que dans la règle du jeu, les habitants qui doivent marcher sur une route ne vont pas au temple. Ils ne se rendent pas au temple, parce que ça c'est logique pour moi. Vous avez le prêtre qui va se balader en fonction de la route. Et si vous créez un carrefour dans ce jeu, si vous créez un carrefour, le personnage, tous les personnages, à chaque carrefour, vont décider aléatoirement où ils vont. Comme s'ils n'avaient pas de but dans la vie. Et donc, ça veut dire que vous pouvez construire un marché à 2 pas d'une maison. Si la marchande, le hasard du dé fait qu'elle ne passe jamais vers une maison, la maison va rester pauvre. Ce qui est totalement idiot dans une logique de proximité géographique et de gestion de l'urbain. C'est une règle qui d'ailleurs n'est jamais expliquée. Jamais. Ce sont les joueurs qui ont découvert ça au fur et à mesure du jeu, parce que le jeu est encore pratiqué aujourd'hui. Il y a une grande communauté encore autour du jeu qui a plus de 20 ans. Donc c'est parce que ce sont des vieux jeux que ce sont des jeux intéressants. Une fois qu'on a fait le code une fois, on peut passer, voilà, j'ai gagné. Vous apprenez vite. Vous possédez à présent les compétences requises pour accomplir une véritable mission. À partir de maintenant, vous pourrez choisir l'orientation de votre carrière. Choisissez la province la plus calme pour vous concentrer sur la gestion, ou la plus dangereuse pour affronter les ennemis graves. C'est le même encore qui nous parle depuis le début. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué, parce que c'était dans un coin très perdu de l'écran, c'est que chaque mission sont datées dans le temps. Donc là, on est en 350. On est en 350 avant Jésus-Christ. On peut choisir de développer la cité de Capoue ou la cité de Tarente. On fait les deux en même temps.
On peut faire les deux en même temps. En fait, il faut en choisir une, et en fait, vous choisissez si vous voulez une province paisible, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de combat militaire, ou une province où il y aura des combats militaires contre des barbares, ou des insurgés, par exemple. On est en 350 avant Jésus-Christ. Qui vient de donner un ordre, qui vient de donner l'ordre d'aller fonder une cité? L'empereur. C'est tout bête, hein, c'est un détail du jeu, mais pourtant, la chronologie, il faut en parler. Déjà, d'où les Romains comptent avant Jésus-Christ. 350 avant Jésus-Christ qui n'est pas encore né. L'empereur ne parle jamais comme ça. Mais les développeurs du jeu, c'est comme ça qu'ils font le temps. Donc, c'est comme ça qu'ils le disent. Et en plus, un empereur qui nous donne un ordre en 350, ce n'est pas possible. Donc ça, il suffit de le faire repérer aux élèves. Et ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais. Ça veut juste dire qu'il est daté et qu'ils sont trompés et que finalement, en faisant ça, l'élève va faire un travail critique. Je ne vais pas vous passer toutes les missions. Hein. La dernière mission, c'est Londinium, c'est Londres. Et on est en 500 après Jésus-Christ. C'est le même empereur qui vous donne les ordres. De moins 350 à 500. Donc c'est la même voix, et on voit même au fur et à mesure de la mission qu'en fait, même l'acteur qui joue la voix, il en a marre. Il dit, oh non, mais va faire les sites. Mais il le dit vraiment, je suis fatigué. Okay. Et donc voilà, c'est le même empereur. Donc c'est aussi un élément, c'est les développeurs, les artistes qui ont fait ce jeu, ils ont décidé que c'était ces dates-là. Pour prendre un contre-exemple, le dernier jeu dont j'ai parlé, Imperator Rome, qui est sorti en 2019, je crois que c'est un des seuls jeux sur l'Empire romain qui utilise la vraie datation à partir de la fondation de Rome. Donc tout du moins, ils ont intégré cette datation-là en mettant aussi avant et après Jésus-Christ, parce qu'il ne fallait pas perdre les joueurs. Mais donc ça commence à venir, les développeurs, ils commencent à aller vers des points de détail. Quand un développeur, un studio de développement en est arrivé à un point de détail tel, c'est qu'ils sont sacrément informés, parce que la datation, c'est pas la première info qu'on va chercher quand on s'informe sur la Rome antique. Je vais peut-être en passer à la partie un peu plus didactique, si on peut appeler ça comme ça. J'ai oublié de vous dire que le jeu, d'après le développeur, a été vendu à 2 500 000 exemplaires, qu'aujourd'hui il est inspiré de SimCity. C'est un abandonware aujourd'hui, donc c'est un jeu abandonné qui n'est plus développé, qui n'est plus suivi, et qui est disponible gratuitement sur le site Abandonware. Et vous avez un installateur, je l'ai installé en 3 minutes matin sur cet ordinateur. Il suffit d'avoir les droits d'accès aux ordinateurs, tout ça, vous voyez vos référents numériques et vos gestionnaires de tout l'informatique. Mais c'est gratuit, disponible, et c'est très facile à installer. Même pas besoin d'utiliser des démonstrations, si ça a marché. Comment l'utiliser avec les élèves? Donc moi, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé en 6e dans le cadre du premier sous-thème. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Mes élèves se sont mis, j'ai 15 de salle informatique avec une quinzaine de postes. En fait, parmi il y en a 20, mais il y en a 5 qui ne marchent jamais. Donc 15 postes sur lesquels le jeu est installé, ils sont par binôme. Je les mets par binôme. Ce qui pose certains nombre de problèmes, mais qui a un autre avantage parallèle. Le problème, c'est qu'ils se bagarrent la souris. L'avantage, c'est qu'ils réfléchissent plus à deux en discutant ensemble. Le principal objectif, c'est de leur faire comparer la cité construite dans Kaiser 3 avec la cité de Rome. Ce qu'on nous demande quasiment de faire dans le programme, puis même c'est une tarte à la crème, la comparaison entre le plan de Rome de l'université de Caen et des vestiges par exemple, ou d'une autre cité ailleurs dans l'Empire. Donc voilà comment ça se présente pour l'activité, le fichier d'activité, que je mettrai, qui seront disponibles après la conférence, quelques jours après la conférence sur le site de Kionos. Les élèves jouent sans avoir eu aucune connaissance sur Rome. Le seul chapitre qu'on a fait, c'est la fondation mythique de Rome, et donc ils ont déjà vu l'archéologie, les vestiges, ils savent où est Rome déjà. C'est déjà vu. Bon, je vais dire plein de choses déjà, bien sûr, c'est une génie. Donc, en fait, je leur fais jouer au jeu, et je leur demande par ce questionnaire de simplement noter par écrit les règles du jeu. Donc vous pouvez voir, première question, d'après le jeu, pour nourrir la population, que dois-je faire? Je dois construire des fermes de blé, je dois construire un grenier, je dois construire un marché. Plus les élèves vont être littéraires, plus ils vont faire le lien entre tous. Je dois construire des fermes de blé, qui vont ensuite alimenter le grenier, qui vont ensuite alimenter le marché. C'est pas forcément ce qu'on attend au final. Ce qu'on attend, c'est qu'ils réfléchissent sur qu'est-ce que le joueur doit faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que le jeu me demande de faire. D'après le jeu, pour que mes habitants aient accès à l'eau, je dois construire un puits, puis ensuite des fontaines, puis des thermes pour avoir accès à des soins, ce genre de choses. D'après le jeu, les seuls dieux romains sont Cérès, Mercure, Neptune, Mars et Vénus. Et pour qu'ils soient contents, je dois, ce que je voulais vous montrer, j'aurais pu, si j'avais plus de temps, on a des conseillers, à la religion, au commerce,
parce qu'on fait un peu commerce avec d'autres cités dans l'Empire. On a un conseiller en main-d'œuvre, bien sûr, parce qu'on gère ça comme une start-up. Hein, donc on sait exactement combien on a d'ouvriers qui travaillent dans les carrières de marbre, combien on a qui travaillent dans les fermes de blé, combien on a de prêtres, etc. On a un conseiller en divertissement, on a un ministre de la Culture là, qui nous dit il y a tant de colisées, il y a tant de théâtres, les gens sont contents, la programmation leur plaît. On a un conseiller, on a un ministre de l'économie qui nous dit qu'on se paye trop cher, qui nous dit attention, il faudra envoyer une caravane de chameaux à l'envoi parce qu'il n'est pas content. Et le conseiller ministre de la religion, nous dit qu'il faudrait organiser des festivals, des petits, des grands, des moyens, ça dépend si vous avez du vin, si vous n'en avez pas, ça dépend combien vous avez de temps, tout ce genre de choses. Et le ministre de la religion est tellement au point qu'il peut vous dire si un dieu est content ou pas. C'est-à-dire que vous avez les noms des dieux, et vous avez des petits éclairs s'ils sont contents ou s'ils sont furieux ou s'ils sont contents. S'ils sont contents, ils vous donnent des bienfaits. Par exemple, Vénus, elle va vous dire super, tous vos habitants sont super contents. Donc d'un coup, il n'y a plus de révolte, il n'y a plus rien. Si Mars est furieux, il va par exemple détruire le grenier à blé, où il va dire tu vas faire attaquer par des barbares. Parce que bien sûr, Mars contrôle les barbares contre le peuple romain, c'est connu. Hein. Mais vous voyez en fait ces règles du jeu, en parlant comme ça, on dédramatise un peu le jeu et en se moquant du jeu, on va vers du vrai contenu scientifique en fait. Surtout quand on est avec des sixièmes. Donc voilà comment ça se présente. On peut rajouter 5 pages de règles du jeu. On se concentre sur ce qui nous paraît le plus important et sur ce qu'on veut leur faire critiquer. Le but, c'est pas de leur faire faire une critique totale du jeu, ce ne sont pas des historiens professionnels. Alors ça prend 1 heure à 2 heures. Il faut leur laisser le temps de découvrir le jeu, ce qui sont mauvais. Ils vont vraiment perdre du temps au début, ils ne vont pas comprendre les règles. Donc si c'est les mettre devant le jeu, leur dire vite, vous avez 1 heure, vous notez tout, etc., ça perdra son intérêt, ils seront frustrés. Donc c'est pas grave, on perd du temps à leur faire jouer au jeu, mais c'est comme ça qu'ils vont justement apprendre, parce qu'ils vont commencer à se poser des questions. Je conclurai avec ça tout à l'heure, mais on perd du temps. J'en suis tout à fait conscient, mais c'est pas de la perte pour le jeu, c'est de la perte pour de la construction de compétences. Deuxième étape, qui prend aussi 1 à 2 heures. Moi, je travaille avec des professeurs documentalistes avec qui je m'entends très bien. On a sélectionné un certain nombre de ressources du CDI, donc ils n'ont pas accès à Internet. S'ils ont accès à Internet, c'est par notre intermédiaire pour qu'on sélectionne des sites avant, mais c'est un peu compliqué pour certaines données. Donc via des documents, y compris des manuels scolaires, toutes les règles du jeu, on les a transformées en questions, en affirmations, par exemple. D'après le jeu, la nourriture de base à Rome est le blé, ou dans l'Empire romain est le blé. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une information vraie? Et ils vont chercher dans des livres d'histoire à vérifier cette information. Ensuite, ils vont remplir une petite fiche, comme celle-ci. Ils recopient la question, ils recopient l'affirmation du jeu, d'après le jeu, et ensuite ils notent leur réponse, leur critique du jeu. Mine de rien, on est en 6e, ils ont 12 ans. Donc, et je l'ai fait une fois. Ça marche, je ne veux pas inventer mon truc en disant que c'est super et c'est top. Hein. Je suis en rêve, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, je ne sais pas si vous le précisez, mais les faire aller au CDI, c'est pas gagné. C'est-à-dire que j'en ai peu qui vont au CDI. Les habitués, peut-être chez vous c'est pareil, hein, il y a le petit groupe qui y va tout le temps. Les autres, ils ne savent même pas où sont rangés les livres. Enfin, ils ne s'y intéressent pas, ils n'y vont pas. Là, ils ont dépouillé le rayon histoire. Il n'y avait plus de bouquins, un rayon romantique, il n'y en avait plus. Et du coup, il y a même eu un effet que je n'avais pas prévu, ils se sont échangés les livres. Tiens, là j'ai eu une info sur machin. Je me suis dit, mais il y a eu. Et ça, je n'avais pas prévu, c'était pas dans la consigne. Donc il y a eu une émulation autour de ça. Est-ce que c'est dire que c'est le jeu vidéo ou est-ce que c'est le professeur qui est tellement exceptionnel que c'est une émulation? Je ne voudrais pas non plus. Il faut que je fasse gaffe, je suis filmé en plus. Mais vous voyez bien que l'idée c'est de questionner en fait le modèle de l'urbe romaine tel que le jeu le présente. Le jeu il nous montre un modèle parce qu'en fait on fait la même cité partout. Vous allez dans n'importe quel endroit de l'Empire, l'Empereur vous donne les mêmes objectifs, il vous demande les mêmes denrées, et en fait ce qui va changer d'une cité à l'autre, c'est que par exemple en Afrique du Nord, vous n'allez pas produire de blé, donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'acheter ailleurs. Mais vous allez pouvoir produire plus d'arbres parce que vous avez du fer à disposition. Donc le modèle, on va dire, urbain, c'est le même partout, il n'y a aucune distinction par rapport à l'espace. Ce qui aurait été possible graphiquement, il suffisait de dessiner un temple romain un peu différent si vous étiez dans la partie orientale de l'Empire, avec des inspirations un peu plus grecques, on sait que ça existe. Mais est-ce qu'en 98 on avait connaissance de ça? Est-ce que le moteur graphique du jeu le permettait? Et est-ce que les développeurs simplement ont eu l'idée de chercher ça? Il y a ça aussi, ce ne sont pas des historiens. Donc, comprendre la représentation des bâtiments romains, tout est dans le mot représentation. Et vraiment, je remercie Sylvie Pitia qui a fait sa conférence l'autre jour, j'ai eu la chance par hasard d'y assister, et c'est exactement ce qu'elle préconisait pour le programme de 6e, étant donné qu'elle estimait que c'était trop volumineux, on va dire.
c'était de partir d'une représentation. Alors elle n'a pas parlé de jeux vidéo, elle a parlé de sculpture, elle a parlé de statues. Et elle dit qu'il faut partir de la représentation contemporaine que l'on a pour ensuite aller voir la réalité. Partir de la représentation, la critiquer, aller voir la réalité. On peut le faire avec le jeu vidéo. J'avance. On peut aussi questionner, ce qu'on fait assez peu en cours d'histoire, c'est plus de la civilisation, de la vie quotidienne à Rome. Voilà, par exemple. On peut aborder plein d'éléments. Si je fais un parallèle avec une autre pratique qui a été faite en Europe du Nord, avec un jeu qui s'appelle The Patrician 3, l'enseignant faisait jouer ses élèves à Patrician, donc c'est un jeu de gestion de la même sorte, sauf que c'est au XVIe siècle dans la France. Et en fait, à partir des différents bâtiments, les élèves avaient un exposé à faire. Donc le port, un exposé. Tel bâtiment, un exposé, etc. On pourrait faire exactement à partir de cette capture d'écran un exposé. Donc on revient, on peut très bien faire la critique du jeu par le plan. Oui. Donc là, on ne sait pas où on est à Rome dans le jeu. Et peu importe où vous allez être à Rome. Et c'est intéressant justement de critiquer avec eux ou de regarder la construction de l'Empire. Donc c'est ce que je vous ai dit, ça c'est une mission à naître, on va dire, une étape à naître pour ceux qui vont plus vite. Ou si j'ai une heure de rap ou une heure que je peux dédier à ça. Je leur donne le code, je leur explique tout, je leur mets le tuto pour tricher. Ils adorent quand je leur fais des tutos à tricher. Et en fait, l'objectif, c'est qu'ils fassent toutes les missions et qu'ils notent sur le plan, la carte du jeu final, quelle cité ils peuvent construire et quand. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils voient que petit à petit, l'Empire, il grossit. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec une vraie carte. C'est une critique très sommaire, enfin, c'est impossible de savoir exactement quelle cité a exactement été fondée. Enfin, on n'en est pas à ce point d'exactitude non plus. Par contre, remarquez avec eux que chaque cité que vous construisez, vous la démarrez de zéro. Hein. Il y a juste à Lyon, au bout de nous, où vous avez 4 indigènes qui tournent en rond. Et c'est la seule cité. Et puis, vous construisez votre cité autour, vous mettez un oracle au milieu pour les convaincre de vous suivre, et ensuite, ils ne se romanisent pas. Ils restent au milieu de votre cité, vous et moi, je me suis dit, construire un gros hippodrome, genre Stade de France, au milieu de leur patin, vous avez le patin indigène au milieu de votre cité romaine. Vous partez de zéro sinon, en fait. Donc le jeu part du fait que vous avez colonisé le monde. Les Romains ont colonisé le monde. Ce qui serait une vision qui collerait parfaitement avec le programme de CM1, puisque dans le programme de CM1, c'est marqué il faut montrer la colonisation romaine. Ce qui est totalement faux. Mais le jeu nous montre une vision assez colonisatrice de l'Empire romain. Là, pareil, comparer la carte de l'Empire romain selon le jeu avec la carte des provinces, il n'y a jamais aucune province représentée dans le jeu. Donc on part d'une fausse idée de l'Empire romain, d'une fausse représentation, d'une fausse carte pour aller vers une vraie carte. Si vous voulez ensuite tracer les limites des provinces sur la vraie carte, pourquoi pas, c'est possible aussi, hein, pour qu'ils s'en rendent compte, pour qu'ils visualisent. On peut aussi enfin questionner la notion de romanisation. Et c'est cette notion à la base qui m'a guidé à utiliser le jeu. Alors je reprends la définition de base de romanisation, j'avoue que j'étais un peu embêté, je vais chercher une définition simple. On va appeler à la romanisation les effets de la domination romaine sur les territoires et les sociétés qui en sont l'objet. Ce jeu nous demande de construire des cités partout, les mêmes. Donc on aurait bien cette idée que les Romains dominent et ont propagé leur mode de vie absolument partout sur la terre où ils sont allés finalement, ils ont imposé leur mode de vie, puisque que vous soyez à Londinium, que vous soyez à Lugdunum, que vous soyez à Milet, et je crois qu'on peut même aller jusqu'à Tars, vos immigrants ils vont petit à petit devenir des petits Romains modèles avec aucune distinction régionale. Aucune notion de grécité, aucune notion de cécité, aucune notion de humorisme. Bon. Voilà. Je suis à 3 endroits différents, mais j'ai la même cité. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, le jeu pourrait nous faire croire qu'on a vraiment une romanisation, alors qu'en fait, on l'a pas. C'est une fausse idée de la romanisation. Et imaginez un élève qui n'a aucune connaissance sur l'Empire romain, ou même un adulte d'ailleurs, qui n'a aucune connaissance sur l'Empire romain. Il joue au jeu. La conclusion, c'est quoi? Que l'Empire romain, il a construit des cités partout dans l'Empire, et que partout dans l'Empire, les gens vivaient de la même manière, de manière uniforme. Ce qui n'est pas la définition de la romanisation. Et donc, une fois que vous avez parlé de ça avec vos élèves, vous rebalancez les documents qu'on connaît 1000 fois et qu'on connaît, qui sont critiquables sur certains points, mais qui nous permettent ensuite de critiquer. Et alors là, c'est là où finalement, c'est plus trop l'élève qui le fait, parce que c'est compliqué pour un élève, c'est un niveau quand même, surtout pour des 6e. Donc là, c'est à nous de leur apporter ça.
Et en faisant ça, vous leur montrez que vous êtes expert du jeu, même si vous n'avez pas fini, que vous ne faites pas de top 1 sur Fortnite. Oui. Mais vu que vous faites ça, vous leur montrez que vous connaissez le jeu et que vous n'êtes pas en train de le juger en disant que c'est un mauvais jeu. Juste que par rapport à cette notion-là, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, ils vont sur un cahier avoir un endroit où il va y avoir une fausse information, celle du jeu, mais qui aura tout de suite la critique en face. Ça permet aussi de parler, par exemple, il n'y a aucune notion de politique, ni de politique locale, ni d'élection durant la République, ni de citoyenneté. Le citoyen romain n'existe pas, il y a juste des patriciens et des plébéiens. Donc cette notion de citoyenneté, cette notion politique, finalement, elle est absente. Et ça peut être intéressant, justement, là, de faire un cours sur ça et de leur montrer. Les avantages et les inconvénients, je vais aller vite. C'est un jeu difficile pour eux, c'est un jeu chronophage, il faut l'avouer, hein, ça peut prendre du temps. Mais comme je l'ai dit, c'est perdre du temps pour une bonne chose. On travaille sur la représentation de l'Antiquité et on peut travailler énormément de choses. J'aurais pu parler de la notion de commerce aussi, le fait que chaque cité peut commercer avec d'autres cités de l'Empire et qu'on envoie ensuite des denrées à Rome. Il y a aussi d'autres aspects qu'on pourrait travailler dessus. Mais on travaille sur une représentation, une construction, une vision de l'Antiquité construite par le présent. Et qui construite dans un présent très particulier, c'est les années 90. Deuxième bord, ça c'est pour Kaiser 3. Je vais aller beaucoup plus vite sur le reste, parce que j'aimerais pas garder un temps de questions, d'interrogation si vous en avez, d'interaction. Deux autres éléments, trois autres éléments. Étudier Rome avec des jeux vidéo, on peut le faire aussi pour étudier la conquête du pouvoir à Rome, ou comment les conquêtes de Rome. Quelques exemples. Par exemple, dans un jeu comme Rome 2 Total War, que vous ne faites pas jouer aux élèves. Hein. C'est ça aussi la différence, c'est que là, ils disent jouent pas, hein, parce que d'une part, c'est trop dur, bah, alors, en plus, c'est vraiment trop dur. Puis Rome 2 Total War, mais 2013, ils ne passent pas sur les ordres du vidéo. Donc, c'est facile. Mais leur montrer une cinématique, leur montrer on trouve des let's play sur YouTube, vous pouvez leur montrer un moment où le joueur joue, en fait, et qu'est-ce qu'il doit faire. Dans Rome 2 Total War, simplement, je crois que j'ai pas mis de carte, mais vous devez conquérir l'espace depuis Rome, vous devez conquérir le reste de l'espace avec vos légions et vous devez ensuite les gérer. Donc on a un jeu de gestion, de stratégie en tour par tour, plus côté gestion. Une autre utilisation possible, le jeu Assassin's Creed Origins. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler ou qui l'ont joué. Sorti en 2017, ce jeu il se déroule durant la guerre civile égyptienne entre Cléopâtre, Seth et Ptolémée XIII. Les frères et amants. Là, pareil, ce qui m'intéresse, c'est le scénario du jeu. C'est pas tant ce que le joueur va faire. Je ne vais pas mettre le joueur en train de tuer tout le monde dans l'Égypte antique. Le scénario est très intéressant. C'est la guerre civile, et au moment où on démarre le jeu, Ptolémée XIII a pris le pouvoir et Cléopâtre est en retrait. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, on va voir Ptolémée XIII qui est en fait manipulé par ses conseillers qui sont plus âgés que lui, parce qu'il a 13 ans à l'époque. Il est manipulé par des conseillers, c'est même ces conseillers qui vont lui conseiller de tuer Pompée qui est en train de fuir en Égypte, la fameuse retraite de Pompée, alors qu'il a perdu contre César, il va en Égypte, il se réfugie en Égypte, parce qu'il y a déjà des liens très anciens entre l'Égypte et Rome. Donc Pompée se réfugie, Ptolémée le fait assassiner, c'est d'ailleurs la tête qu'on voit au tout début, et ensuite Cléopâtre, qui voulait s'allier à Pompée, va négocier avec César, que vous voyez au fond, et elle arrive bien sûr drapée dans son tapis, l'image avec Elisabeth Taylor qui est déroulée dans le tapis, tout ça, etc. Donc bien sûr, tout ça c'est fictionnel. Mais là, vous me dire, à Rome, il y a déjà Pompée, il y a César. César, dans le jeu, il est le chef des manipulateurs de Ptolémée. On n'a aucune source là-dessus, hein. C'est faux, autant qu'on veuille. Mais en fait, ce jeu, il a joué sur l'idée, notamment diffusée par Stéphane Bern, que César voulait prendre le pouvoir à Rome. Et il était le premier empereur. Bon, vu si Stéphane Bern l'a dit, c'est vrai. Et en fait, ils ont pris ça et ils ont construit un scénario autour de ça. Et le César fait tuer Pompée dans le jeu. Il séduit Cléopâtre, qui va ensuite lui permettre d'obtenir une arme hyper secrète enterrée avec Alexandre le Grand, et ensuite il va vouloir prendre le pouvoir à Rome. Et bien sûr, il a piégé Cléopâtre. Et le jeu se finit comme ça. Alors, spoiler alert, j'aurais dû mettre spoiler alert, attention. Hein. Donc, on a César devant le Sénat.
ce que le joueur doit faire. Attendez la suite. Attendez. Attendez. Ce qui est intéressant du coup, parce que j'ai mis la version anglaise, j'aurais dû mettre la version française, parce qu'en français, il dit la phrase latine. Il dit la phrase latine. Et là aussi, c'est intéressant de travailler les deux textes, même l'accent de César, qui a un accent british au poil. Ça peut être intéressant de travailler sur la localisation des jeux à partir de ça. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est pas pour ça que je vous l'ai mis, mais c'est la représentation de l'assassinat de César et l'idée que le jeu développe, c'est César voulait vraiment prendre le pouvoir à Rome et il cherchait tous les moyens possibles pour l'avoir. Et à partir du scénario du jeu, qui est totalement faux, certains vont dire Assassin's Creed veut vous mentir et Ubisoft veut raconter une nouvelle version de l'histoire. D'autres vont vous dire qu'en fait, ils veulent simplement raconter une histoire fictionnelle à partir d'un récit, donc c'est une uchronie historique. Et ensuite, d'autres vont vous dire le jeu est absolument horrible, il ne faut pas le faire, etc. Il ne faut pas le montrer aux élèves. Et en plus, c'est violent, il y a du sang. Mais vous voyez, en fait, vous n'avez même pas besoin de montrer la fin, vous pouvez juste en parler avec eux. Mais de parler de cette représentation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a gardé de l'Empire romain, qu'est-ce qu'on a gardé de César, c'est l'idée qu'il ait voulu prendre le pouvoir. Voilà. Et un joueur qui est non averti, qui ne connaît rien, qui n'a jamais entendu parler de César, il va voir ça, il va se dire, ah, César en fait, il manipule, etc. Alors les élèves ne sont pas aussi bêtes que ça, ils savent bien faire la part des choses. Mais ça trotte dans la tête. C'est de l'apprentissage un peu informel, c'est-à-dire qu'il ne joue pas Assassin's Creed pour apprendre, mais à force de voir certaines images, il va se dire, ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas faux. Voilà la théorie du complot. Il y a une autre version d'Assassin's Creed qu'on peut utiliser, c'est le Discovery Tour. Donc c'est la version éducative, s'il y en a qui ont déjà entendu parler, sinon vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, comme ça je l'ai déjà passé une fois. La version éducative, elle est PEGI 12, donc elle est utilisable en classe et elle est utilisable par des élèves. Rapidement, ils ont enlevé toute la violence, ils ont enlevé toutes les quêtes, il n'y a plus d'histoire, il y a juste en fait des visites guidées que vous suivez et les visites guidées ont été écrites par des historiens. Donc le contenu audio et textuel est assez clair et limpide, il n'y a pas vraiment d'erreur, j'en ai pas moi vu, voir s'il y en a, c'est des points de détail que les spécialistes vont se battre dessus. Et tout le contenu visuel par contre il est faux. Enfin, c'est une représentation du jeu par les artistes d'Ubisoft, donc il peut y avoir des erreurs là-dessus. Et par exemple, vous allez voir toute une visite où vous allez visiter le palais de Cléopâtre à Alexandrie, et durant cette visite, vous allez apprendre vraiment comment Rome a pris possession de l'Égypte étape par étape, et comment la reine Cléopâtre s'est un peu faite avoir, s'est encanaillée avec les Romains, etc. Avec des dates précises. Et cette visite elle est intéressante parce qu'en fait, c'est une sorte vraiment de musée interactif où vous avez des petites scénettes, c'est-à-dire que Cléopâtre elle est présente 8 fois dans le palais, et elle est mise en scène, c'est-à-dire que vous l'avez en train de négocier avec César, vous l'avez bien sûr à la toute fin en train de après s'être suicidé dans une pose lascive, bien sûr, comme tous les tableaux du 19e nous la montrent. Donc il y a une vraie mise en scène et on a ici un musée. On n'est plus vraiment dans du jeu, là ça nous remplace un peu entre guillemets, mais c'est une manière de l'utiliser. Sachant qu'en plus vous avez, comme vous pouvez le voir, des documents d'archives qui complètent. Donc moi comment je l'utilise par exemple? Un questionnaire qui déroule la visite à Alexandrie, qui est Cléopâtre, j'aurais pu laisser un peu plus de place pour... Je ne l'ai pas fait avec les élèves, c'est pour ça que je vous montre la fiche d'activité que je l'ai pensée, mais pas jamais utilisée. Et toujours ce qui est intéressant, si on utilise le Discovery Tour, toujours après on revient à des documents un peu plus classiques, on va dire, et une question peut-être un peu trop dure pour eux, mais montrer que les conquêtes romaines, ce sont des luttes entre des généraux, parce que dans la visite, on voit bien la lutte entre Pompée et César, et que c'est la lutte entre ces deux. Il y avait l'Égypte au milieu, quoi. L'Égypte a été un peu un prétexte qui est là avec les Romains, en lien avec les Romains depuis très longtemps. Ils n'ont jamais su vraiment comment prendre possession, donc finalement César il a trouvé le bon angle d'attaque, on dirait. Et ensuite, on fait une lecture de cartes assez classique. Quelle conquête à Rome, quand, comment. On est en 6e. Donc forcément, on ne rentre pas forcément dans les détails de toutes les conquêtes non plus. Et c'est perfectible. Deuxième point qu'on peut voir avec les jeux vidéo, une Rome militariste. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que j'en ai vraiment besoin de discuter. Par exemple, dans Civilisation 1, Civilisation 2, et en fait dans toutes les autres civilisations. Dans Civilisation 1, vous ne pouvez pas gagner avec Rome si vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas gagner avec Rome autrement que par l'armée. Toute victoire culturelle est impossible, c'est une victoire militaire.
Si vous allez dans Civilization 2, il y avait une mécanique qui était intéressante, qui a été enlevée ensuite, c'est que normalement, avec l'Empire romain, il y avait une capacité d'appropriation des capacités des autres civilisations. Donc une sorte de porosité culturelle qui était réelle et qui ensuite a été enlevée parce que c'était une mécanique qui était en fait beaucoup trop abusée pour des joueurs. On dit cheater quand on est bien. C'est trop facile pour un joueur de gagner avec cette porosité-là. Mais ça permet aussi d'expliquer que si c'était trop facile pour des joueurs de gagner avec ça, c'était trop facile pour les Romains de gagner avec ça. Et c'est ça aussi qui a fait la force de l'armée romaine, c'est d'avoir cette porosité avec beaucoup de soldats venus d'horizons différents. Donc ils étaient forts partout et nulle part en même temps, mais ils étaient très efficaces, on va dire. Dans un jeu comme Centurion Defender of Rome, j'ai découvert ce jeu en préparant la conférence, j'ai découvert des choses qui sont magnifiques. Dans la 4e de couverture, on apprend que vous êtes un jeune légionnaire, que vous devez conquérir le monde connu par la force, et que vous devez ensuite gérer les territoires que vous contrôlez judicieusement, notamment en manière de pression fiscale. Je ne sais pas si fiscale existe dans les documents, pour éviter tout débordement de la part de votre population. Ils disent bien de votre population, mais du coup c'est la vôtre, il n'y en a qu'une, pouvant conduire à une révolte, puis à l'indépendance du territoire. On est dans un contexte, là on est dans les années 90, contexte de décolonisation. Clairement, gérez bien votre territoire, sinon ça va faire comme chez nous maintenant, et vous allez voir, vos colons, ils vont coloniser, ils vont se révolter contre vous. Donc on a un calque de la période coloniale et décoloniale dans l'Empire romain. C'est intéressant de travailler ça. Et finalement, vous voyez, vous pouvez même travailler ça avec d'autres niveaux, et quand vous ne travaillez pas forcément sur l'Empire romain, en y pensant comme ça, vous pouvez travailler ça avec les quatrièmes. La vision de la colonisation et comment la colonisation, l'idée coloniale peut aussi s'insérer dans un jeu vidéo, autrement que par simplement des jeux qui parlent de la colonisation. C'est magnifique ce jeu, vous avez la légende de la fondation de Rome avec la légende de Troie, vous avez la loupe avec les 2 enfants. Je vous passe juste un truc, je trouve ça magnifique. La carte de l'Empire romain avec les provinces, on a les provinces quand même, donc on est en 90. On va avoir le gouverneur d'Hispania, on va avoir l'Égypte avec Cléopâtre, je trouve ça magnifique, on est en 90. Dans le genre représentation de Cléopâtre, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui je puisse mettre ça, juste cette photo sur Twitter, je pense qu'elle sera censurée, quoique le téton ne le voit pas trop non plus, donc ça déviendra pas trop. Mais c'est osé pour un jeu, et en 90, la technique n'est pas si évoluée que ça, le matériel n'est pas si évolué que ça. On va avoir des jeux comme The Great Battles of Caesar, c'est une série, il y a beaucoup de jeux, The Great Battles par exemple, où c'est un jeu de bataille, on voit bien, sur des bâtons qui se battent. Mais il y a une règle de gameplay qui est assez intéressante, par exemple la cavalerie qu'on va voir dans le jeu, si elle rentre dans la forêt, dans un espace type forêt, elle a un malus. Alors que si vous regardez, j'espère que je ne me suis pas planté dans la diapositive, si vous regardez le film Gladiator, avec de Ridley Scott, la charge du début, vous avez la charge dans les bois, elle est épique, hein, la musique est géniale, elle dure 15 minutes, mais elle est fausse historiquement, une charge de cavalerie dans la forêt, ça marche pas. Et finalement, le jeu est plus crédible que le film. Il y a beaucoup d'autres défauts dans le film, on va pas enfoncer Ridley Scott. Et même les jeux sur mobile, maintenant, vous pouvez trouver sur Android et sur l'App Store, il y en a beaucoup, j'en ai mis qu'un, Great Conqueror Rome, rien que la première image, la vignette, vous montre qu'est-ce qu'on va faire avec Rome. Alors, campagne, conquérir, et ensuite il y a quand même un peu de Sénat, mais en gros, les 2 premiers, c'est vous avez une basse. Il y a d'autres aspects sur ce jeu, hein, mais je vais essayer. Et alors ce qui est intéressant, dernier point sur le militarisme, c'est que dans toute la série Civilisation, jusqu'à Civilisation 4, vous avez César comme dans Civilisation, vous savez que vous contrôlez une civilisation de moins 5000 jusqu'à nos jours, et chaque civilisation a un personnage historique qui le suit tout le temps. Donc ça c'est totalement débile, mais c'est pour simplifier, voilà, vous avez un personnage modèle. Dans le 2, 3, 4, c'est César, dans le 5, c'est Octave, et dans le 6, c'est Trajan. Pourquoi ces changements? Pourquoi avoir choisi ce personnage? Ça veut dire que dans les années 90, quand il y avait le 2, 3 et 4, César c'était le représentant de la romanité, c'était l'empereur romain par excellence. À partir du 5, ah non, en fait, c'est pas lui, c'est Auguste. Ce serait marrant de voir la comparaison avec les écrits scientifiques, avec les études scientifiques, avec les reportages qui sont faits par rapport à Octave. Enfin, on va avoir les jeux qui, bien sûr, mettent en scène du pain et des jeux, qui mettent en scène des gladiateurs. Dans l'ensemble, ils sont tous très mauvais. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de jeux qui mettent vraiment en scène des gladiateurs, donc on s'amuse à jouer des gladiateurs. Donc je vous ai mis un vieux jeu sur PlayStation 2. Alors bien sûr, voilà,
est-ce qu'on a besoin de s'y attarder? Bien sûr, les mots, bien sûr, il faut intéresser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça reprend plein de clichés de Gladiator, ça reprend plein de clichés de Quo Vadis, ça reprend plein de clichés des peintures du 19e siècle, et en fait, à partir du jeu, vous faites une lecture historique d'un phénomène culturel ou d'une représentation d'un phénomène culturel. On se souvient tous de Joaquin Phoenix qui met le pouce en bas, et c'est faux, mais pourtant c'est transmis de génération en génération. Donc vous voyez, c'est intéressant, le jeu c'est juste une étape de plus, c'est pas quelque chose d'universel, c'est une étape de plus, c'est une œuvre culturelle qui se rajoute aux autres. D'où, oui, pardon, après on peut quand même aller jusqu'à l'Antiquité et la représentation antique des jeux. Donc là je vous ai mis une fresque qui représente les combats de gladiateurs qu'on a trouvé à Pompéi récemment. Ouais, on fait vraiment une lecture de la mémoire de l'événement et de la représentation de l'événement. Dernière partie, les jeux vidéo pour moi ce sont des œuvres culturelles à s'approprier et à faire critiquer par les élèves, pas à faire approprier aux élèves. Là, ils se sont déjà appropriés beaucoup. Hein. Ça, c'est pas besoin de leur expliquer qu'il faut jouer. Hein. Il faut leur expliquer que c'est une œuvre qu'il faut critiquer. Et critiquer dans notre sens à nous, pas critiquer pour dire c'est bien ou c'est mal, mais critiquer dans le sens où c'est un document qui raconte quelque chose qui n'est pas forcément vrai, ou au contraire qui peut raconter quelque chose de vrai. Donc il faut faire notre métier d'historien, parce qu'on a été formé à ça à la faculté, faire une analyse externe, une analyse interne du doc. Enfin, voilà, c'est juste ce qu'on sait faire de mieux. Donc il faut le faire sur ce genre de document, qu'on soit gamer ou pas, c'est pas ça l'important. Même si c'est quand même rigolo, je vous donnerais de jouer à PlayStation 4 en classe. Donc, ce qu'on va appeler une œuvre culturelle, ce que j'appelle une œuvre culturelle, c'est ce que Roger Chartier, c'est Roger Chartier qui l'a défini cet objet. Donc, je vous ai mis la définition quasi exacte. L'historien cherche à situer et à interpréter l'œuvre, donc là le jeu, dans le temps et à l'inscrire à la croisée de deux lignes de force, l'une verticale diachronique, par laquelle il lui relie un texte ou un système de pensée à tout ce qui les a précédés dans une même branche d'activité culturelle. Donc en gros, on fait une histoire des jeux vidéo qui parle d'un sujet, et ensuite une bande horizontale synchronique par laquelle l'historien établit une relation entre le contenu de l'objet intellectuel et ce qui se fait dans d'autres domaines à la même époque. Mis sous forme graphique, ça donne ça, très simplifié. Hein. Je n'ai pas la place sur une époque de faire ça. Mais vous avez une histoire des jeux, donc on part du premier jeu, Centurion Defender of Rome, et on va jusqu'à, j'aurais pu mettre Imperator Rome, par exemple, j'ai mis Assassin's Creed parce que j'en ai beaucoup parlé. Et en fait, pendant que sort, avant même que sorte Centurion, Quo Vadis est sorti, j'aurais pu le mettre beaucoup, faudrait que je le mette beaucoup plus haut, parce qu'il date de 51 ce film. Mais finalement, ceux qui ont codé Centurion, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Quelles sont leurs œuvres? Quelles sont les images qu'ils ont de Rome? Ce ne sont pas des historiens, ce sont des films, ce sont des séries, ce sont peut-être des BD. Donc, Quo Vadis, pour eux, c'est une représentation, et c'est quelque chose qui les marque. Maxime Durand, quand il présente le Discovery Tour, et qu'il l'a présenté hier, il a bien dit la première étape de la recherche chez Ubisoft, c'est de voir tout ce qui s'est fait sur le sujet qu'ils vont traiter. Les séries, les films, les BD, ils vont d'abord voir les œuvres culturelles, et après, ils vont voir les œuvres d'historiens. Parce que d'une part, c'est un objet culturel, donc il faut s'insérer dans une appétence, il faut que ça plaise aux joueurs, et en plus, il ne faut pas recopier ce qu'a fait le voisin. Pendant que Caesar 3 sort, vous avez Alix qui sort le tome 1 et 2 de Rome. Et c'est Jean Guédon qui était le directeur créatif d'Assassin's Creed Origins. Quand il m'a parlé de Cléopâtre, il m'a parlé d'Elizabeth Taylor. Il m'a parlé d'Alix. Pour lui, ce sont des BD qui ont marqué son enfance. Pendant que sort Caesar, et ensuite, entre les deux, sortent la série Rome, sort Gladiator, et clairement, quand on joue à Rise, vous jouez Gladiator. Enfin, c'est une inspiration du style de combat de Gladiator. Donc, il ne faut pas penser que le jeu est quelque chose qui sort de nulle part. Le jeu, il s'insère dans une histoire du jeu vidéo, d'une représentation de l'Antiquité, et en plus, il faut le mettre avec tout ce qui se fait en même temps, sachant que maintenant, dans les manuels scolaires, j'ai pu voir qu'il y avait des critiques de Gladiator, il y a des critiques de Rome, et par exemple, on va lire le livre Game of Rome, c'est le livre de Laurie Murier-André, elle part de la série Rome, on critique les BD, on critique tout, pourquoi on critiquerait pas, les jeux vidéo. Et je vous ai mis un petit schéma que j'ai piqué à Claude Cadoz, mais si on estime qu'on a le passé historique ici, que l'on connaît grâce aux sources qui nous restent, les sources vont être utilisées pour coder le jeu, le joueur va jouer au jeu, on va aller dans le sens, le joueur joue au jeu, et en jouant au jeu, il va imaginer un passé. Mais vous mettez jeu, vous mettez n'importe quoi à la place, ça passe. Vous mettez BD, vous mettez film, à partir du moment où le film paraît crédible, c'est-à-dire qu'il y a des navets, on va savoir que c'est pas ça. Mais des films qui ont l'apparence de vérité historique. Le Gladiator, au début, tout le monde disait que c'était super. Avant de dire, ah non, en fait, ça va pas, puis là, ça va pas. Il y a 3 qui disent que c'est pourri, et en fait, il y a la masse qui dit que c'est pas mal, parce que c'est joli, c'est Hollywood, il y a de l'argent.
Et ensuite, le jeu, la question que je me suis posée, c'est le jeu, est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi un pont qu'on pourrait faire avec le passé? Si le jeu met en valeur un certain patrimoine, est-ce que c'est ce patrimoine qui va être mis, est-ce qu'il va plutôt être conservé parce qu'il rentre dans l'imaginaire collectif? Est-ce que le jeu peut pas aussi driver un peu cette idée-là? Alors c'est peut-être aller un peu loin, le jeu n'est pas aussi puissant, mais c'est pas le jeu qui est puissant. C'est ce que les joueurs vont en faire en y jouant ou en parlant. Ce que je suis d'ailleurs en train de faire aujourd'hui avec vous, je suis en train d'en parler. Le jeu vidéo, ensuite, c'est une œuvre complexe. Et ça, c'est peut-être là où il y a beaucoup de boulot pour nous, mais aussi pour les développeurs. Déjà, parler de jeux vidéo tout seul au singulier, c'est faux. Il existe des jeux vidéo. Vous avez les jeux d'action, vous avez les jeux d'aventure, vous avez les jeux de course, vous avez les jeux de stratégie. Et tous les jeux sont différents. Par exemple, pour prendre mon exemple, parce que je le connais bien, je suis un très grand joueur de jeux d'action-aventure et je suis un piètre joueur de jeux de stratégie. Mais ça ne me plaît pas. Je ne suis pas bon, ça ne me passionne pas. D'accord ? Et en fait, les joueurs, c'est aussi ça un peu l'idée. Et vous pouvez être un très bon joueur de jeux de course et être un très mauvais joueur de jeux de gestion. Ou au contraire, un très bon gestionnaire et un mauvais jeu d'action-aventure, par exemple. Joueur de jeux d'action-aventure. Donc, les jeux sont multiples, divers, et même maintenant, vous avez des ponts entre les deux, vous avez des sous-catégories, des sous-genres. Parce que les genres que je vous ai mis ici ne sont même pas canoniques, c'est-à-dire c'est même pas une liste officielle, même les développeurs de jeux, ils ne savent même pas trop comment parler de leur jeu. Il n'y a pas de genre officiel. Ensuite, un jeu, c'est une construction par des équipes. Alors parfois, c'est des petites équipes. Un ou deux développeurs, ce sont des développeurs indépendants qui vont tout faire. Mais vous prenez un jeu Assassin's Creed qui coûte 100 millions d'euros, vous avez des chargés de production, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent comment le jeu doit être et qui vont le produire, comme dans un film ou une pièce de théâtre, n'importe quelle œuvre culturelle. Vous allez ensuite avoir le directeur créatif qui va donner l'angle d'attaque. Il faut qu'on fasse un jeu sur l'Égypte antique, donc il faut qu'on fasse sur vraiment le delta du Nil. Je veux qu'on voit des couleurs, voilà, il va donner un peu la direction. Ensuite, ça veut dire qu'il va y avoir des level designers qui vont devoir dessiner le monde, construire le monde que le directeur créatif a imaginé. Mais le monde qui va être construit doit être coloré, il doit y avoir des images, donc ça veut dire qu'il va y avoir des artistes qui vont dessiner ces bâtiments, qui vont dessiner les dunes de sable, qui vont dessiner tout. Et ensuite, sur ce monde, vous allez avoir le game designer qui va penser le gameplay, qui va être ensuite codé par des programmeurs. En fait, tout ça, ce sont des gens qui travaillent sur un jeu en équipe. Et quand on dit les développeurs ont fait un mauvais jeu, Ubisoft a un mauvais jeu, en fait, vous dites que 400 personnes ont fait un mauvais jeu. Mais en fait, ces 400 personnes, ils ont fait une petite part de chaque élément. Et donc dire que le jeu est mauvais parce qu'il y a une erreur d'échelle, l'erreur d'échelle, c'est juste, ou un détail visuel, c'est juste un artiste qui s'est planté, ou qui a voulu faire une blague. Personne n'a critiqué Spielberg parce qu'il y avait C3PO et R2D2 sur les hiéroglyphes dans l'Arche d'Alliance, dans le film Indiana Jones et l'Arche d'Alliance. Personne n'a critiqué ça, au contraire, c'est partie de la liberté artistique. Donc on a l'impression qu'il y a une méconnaissance du milieu du jeu vidéo. Le jeu vidéo, certains jeux vidéo aussi peuvent être modifiés par les joueurs. Il faut être bon. Dans la gestion du code, il y a des jeux ouverts, comme les jeux Total War, et comme beaucoup d'autres, où en fait les développeurs laissent le code ouvert, et ensuite les joueurs peuvent faire des modes réalistes. Ils peuvent faire aussi n'importe quoi, ils peuvent faire un mode Seigneur des Anneaux, mais ils peuvent aussi faire, là vous avez Rome Total War Réalisme 3, donc c'est-à-dire que c'est la troisième version, où un groupe de joueurs a décidé de reformer le jeu selon des règles historiques qu'ils considèrent comme plus justes. À vérifier si c'est vraiment des règles justes ou pas, mais il y a aussi cette appétence d'une certaine communauté. Alors c'est une niche, on appelle ça une niche, hein, c'est quelques joueurs. Et enfin, dernier point, là où je veux vraiment insister, c'est pour ça que je finis dessus, le jeu vidéo, c'est pas une solution miracle, c'est du virtuel, c'est un outil numérique au service des enseignants et des compétences. C'est vraiment un outil qu'on doit utiliser, mais pas obligatoirement, et surtout qui ne doit pas être pour remplacer tous les autres. Alors ça, on le trouve sur les lettres du NUP, par exemple, ce petit schéma. Moi, techniquement, si vous considérez qu'on peut utiliser le jeu en classe, soit vous êtes dans du détournement d'usage, donc ça veut dire que vous faites du jeu sérieux, mais les jeux sérieux ça pose de gros problèmes. Je vous invite à aller voir La Cité romaine sur TV Info. C'est un jeu qui n'est pas intéressant à utiliser avec les élèves, et je l'ai mis devant toi, mais on fait quoi? C'est rigolo? Non, c'est pas rigolo. En fait, je ne sais même pas ce que je dois faire, il n'y a pas de règle du jeu par exemple. C'est beaucoup plus intéressant de travailler La Cité avec Kaiser 3, selon le format que vous voulez. Donc moi en fait je suis plutôt dans ce qu'on appelle le serious gaming, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est-à-dire l'usage sérieux ou intelligent, parce que c'est un que vous utilisez aujourd'hui, des jeux grand public. Donc je détourne l'usage pour en faire une critique. Et Yvan Rochet a fait une grille d'analyse, alors je fais juste un mot là-dessus,
En faisant jouer les élèves à des jeux, on peut faire coller avec la théorie des intelligences multiples. Vous savez, les 8 intelligences, verbo-linguistique, etc. Si je le mets en langage jeu vidéo, l'élève raconte ce qu'il a vu, intelligence verbo-linguistique. Intelligence logico-mathématique, l'élève calcule des distances, des hauteurs, ce que certains font avec Assassin's Creed. Intelligence visuelle spatiale, se repérer dans le jeu sur la carte. Les élèves se repèrent mal dans un jeu, le nord, le sud, comment je fais, comment je dois bouger les manettes. Lire une carte sur un jeu, c'est aussi une compétence qu'on peut travailler avec la carte IGN ou ce genre de choses. Intelligence corporelle kinesthésique, reproduire des gestes vus dans un jeu. Pourquoi pas, il y a bien des jeux où vous pouvez danser, vous pouvez faire des trucs comme ça marche aussi. L'intelligence musico-rythmique, reconnaître les musiques, par exemple égyptiennes ou grecques, est-ce que ce sont de vraies musiques? On peut travailler là-dessus avec le prof de musique. Intelligence interpersonnelle, travailler en groupe sur le jeu. Intelligence intrapersonnelle, émettre une hypothèse et vérifier par un travail critique, mais aussi simplement, vous avez un dilemme moral dans un jeu. Réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est un travail sur soi, c'est pas un travail sur le jeu. Est-ce que l'ennemi que j'en face, je vais le tuer ou pas? Enfin, on ne fait jamais ça en classe, je rassure, je ne fais jamais personne. Mais c'est un dilemme moral, quel qu'il soit. Et l'intelligence naturaliste écologiste travaille sur le paysage du jeu. Est-ce que le paysage que j'ai sous les yeux, est-ce que c'est vraiment le paysage qu'il y avait en Grèce antique? Est-ce qu'il y avait des palmiers partout, etc. Et pour finir, la grille d'analyse que je préconise, c'est celle que Yvan Rocher a développée. En gros, il y a 3 niveaux d'analyse. Soit les élèves, ils apprennent en jouant. C'est ce qui est le plus... En gros, le jeu de mots en place. C'est compliqué. Il y a très peu de jeux qui sont capables de faire, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le jeu est nickel. Donc, généralement, c'est ce que les profs, pour stimuler l'apprentissage, ils vont mieux apprendre avec un jeu. D'une part, c'est pas totalement privé, même si on sait que ça permet quelquefois de favoriser, mais il faut trouver le bon jeu. Mettez les élèves devant les enfants en leur disant vas-y, tu vas apprendre ce que c'est une cité romaine, c'est pas la peine. Mais finalement, est-ce qu'on apprend aussi avec un film? Est-ce qu'on apprend avec le film? Ça dépend du film. Critiquer, apprendre sur le jeu, c'est-à-dire que là on sort un peu du jeu, on critique. Et en critiquant le jeu, on a joué au jeu, on est toujours dans le jeu avec, on a joué au jeu, mais on l'a critiqué. Donc on est sûr. Et enfin, le dernier qui est plus dur, c'est apprendre autour du jeu. Donc là, clairement, on sort du jeu, mais c'est tout ce que j'ai pu vous dire sur civilisation, sur Centurion défendeur en Rome. C'est en gros, les idéologies sous-jacentes au jeu. Est-ce que derrière, est-ce qu'il y a une idéologie libérale, est-ce qu'il y a du communisme, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que le développeur a voulu faire passer un message politique de manière consciente ou inconsciente? Replacer le jeu dans une historiographie, ça aussi c'est peut-être un peu plus possible. On a des collègues qui font la mémoire de la Seconde Guerre mondiale avec le cinéma. Pourquoi ne pas le faire avec des séries Call of Duty, par exemple? Ce serait totalement possible. Donc, de multiples usages du jeu, et qui, vous le voyez, ne nécessitent pas forcément une connaissance parfaite du jeu, et surtout qui ne demandent pas une connaissance parfaite. Si, quand même, parce que pour en parler, il faut le connaître. Mais qui ne nécessitent pas d'être bon joueur. Un très bon exemple, au Canada, c'est Mathieu Beauséjour, qui est un enseignant qui n'est pas du tout joueur, et qui pourtant s'est dit, allez, je vais mettre les élèves devant un jeu, je vais analyser le jeu avec eux. Et il n'est pas joueur. Il s'y est mis petit à petit, il commence en fait avec ses élèves, mais à la base, il n'était pas joueur, et ce sont ses élèves qui lui ont parlé d'un jeu. Pour pas le nommer, c'est Assassin's Creed 3, ce qui est au Québec, et que ça part de cette région-là. Et du coup, il dit, je vais regarder, et puis je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Et au final, il l'utilise beaucoup. Conclusion. Ce qu'il faut conclure. Le jeu permet de faire comprendre que les jeux sont des constructions culturelles. Ça permet d'éveiller à l'esprit critique. Je vous ai pas mis un tout socle de compétences. Les compétences que vous mobilisez, vous les connaissez par cœur, c'est exactement ce que vous faites en classe. Mais pour moi, c'est de l'ENI, en fait, ce que je vous propose ici. Apprendre l'histoire et la géographie par d'autres moyens, voilà, par des moyens détournés, on va faire de la critique. Et je rajouterais, pour une fois, dans ces séquences-là, les gamins de 6e utilisent des documents autrement que par de la sélection d'infos dans le document. Ils vont dire, je vois telle chose dans le document, alors que je ne vois pas dans le jeu. Et du coup, le document sert à justifier ou à critiquer quelque chose. Donc on a un usage très intéressant du document historique et de la source, ce qu'on fait peu ou plus, parce que, pour plein de raisons. Travailler de nombreuses compétences du cercle de compétences, mais le jeu en classe sans enseignant et sans objectif pédagogique n'a pas sa place à l'école. En tout cas, pas dans les cours d'histoire-géographie que je propose. Dans des clubs, tout ce que vous voulez, bien sûr, mais il faut quand même garder un objectif pédagogique et il faut que l'enseignant soit derrière le jeu pour vérifier ce que tu as dit. Je finirai avec les mots de Laurent Turcot, qui est professeur à Québec et qui a participé au développement d'Assassin's Creed Unity et qui, dans son bouquin de critique du jeu, disait que finalement, si le jeu permet d'ouvrir une porte à certains joueurs et de leur dire, de les pousser à aller voir d'autres sources ou d'autres livres, ou bref, de s'ouvrir un peu l'esprit, le jeu avait déjà fait un peu sa part.
parce que nous, des fois, on n'arrive pas à faire. Petit moment d'auto-promo. Pour finir, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite clochette pour avoir des notifications. Non, je blague à part. Sur la chaîne, je fais des critiques de jeux vidéo. Donc tout ce que je vous ai présenté, la critique de Kaiser 3, voilà, tout ça, je le fais sur la chaîne. Et ensuite, pour le proposer au maximum de gens, parce que je sais que ceux qui veulent utiliser les jeux ne connaissent pas forcément les jeux, c'est cette peur ou cette appréhension qui les fait ne pas les utiliser. Donc mon objectif, moi, c'est vraiment de faire une critique scientifique des jeux, avec un peu d'humour quand même, parce que sinon ce serait 10 minutes très ennuyantes, très ennuyeuses, très ennuyantes. Bref, je suis fatigué. Deuxième point, n'hésitez pas à aller voir sur le site des Clionautes, on a monté une section geek, finalement, où on s'intéresse de mon côté pour les jeux vidéo, mais on a des collègues qui s'intéressent au manga, aux comics, et comment on peut les utiliser en classe pour travailler justement sur ces représentations, l'histoire de ces représentations. Et enfin, j'ai été chargé de mission dans l'académie de Clermont-Ferrand pour réfléchir à l'usage des jeux vidéo justement en classe, en histoire et dans d'autres disciplines. Donc si ça vous intéresse, voilà, on est en train de monter un groupe de réflexion où il y aura des activités, des postes qui sont mis assez régulièrement. Je vous remercie de votre attention, merci beaucoup, et en fait il me reste 5 minutes si vous avez quelques questions, sinon je serai disponible dehors. Merci.